Nous sommes dès la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Des inondations dans la capitale. Le ministre en charge de la politique de ville, Didier Tengue-Telito, rassure la population quinoise de la volonté affectée par ces drames. Je vous prie d'écouter plutôt cette communication du ministre Tengue-Telito au micro de Luisette Tsakala. Chères concitoyennes, chers concitoyens, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril, la ville de Kinshasa et le territoire de Kasangulu dans la province du Congo central ont été durement frappés par une pluie diluvienne d'une intensité exceptionnelle. Cette situation dramatique a provoqué de graves inondations sur de vastes étendues, entraînant notamment la coupure de la route nationale N1 et N2, axe vital d'approvisionnement de la capitale en biens et marchandises. Des centaines de familles se sont retrouvées sans abri, tandis que les principales voies de communication ont été submergées, paralysant la mobilité urbaine et compliquant les interventions de secours. Je tiens tout d'abord à exprimer, au nom du gouvernement et en mon nom propre, notre profonde compassion envers toutes les familles affectées par cette crise. Nous sommes de tout cœur avec vous. Face à cette situation d'urgence, le gouvernement de la Chilombo, président de la République démocratique du Congo, avec la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, a immédiatement déclenché un plan de riposte multisectoriel. Les mesures suivantes sont en cours. Le déploiement de la protection civile, du génie militaire, de la Croix-Rouge pour porter assistance aux sinistrés. La mise en place de centres d'accueil temporaires pour les personnes déplacées. La réhabilitation rapide des axes stratégiques pour établir la circulation entre Tchango et les autres districts, ainsi que les autres provinces. L'évaluation des dégâts en vue d'un appui ciblé aux familles touchées. Toutes ces mesures ponctuelles prises par l'État font montre de l'action immédiate et nécessaire pour alléger les souffrances de notre population. En tant que ministre délégué en charge de la politique de la ville, je réaffirme notre engagement à renforcer la résilience urbaine de Kinshasa face aux phénomènes climatiques extrêmes. Cette crise nous rappelle l'urgence de repenser l'aménagement du territoire, de réguler les constructions anarchiques et de restaurer les zones inondables. À la population du district de Tchango, sachez que vous n'êtes pas seul. L'État est à vos côtés conformément à ce que le président de la République a mentionné dans son discours durant l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue ce lundi 7 février 2025, je cite, « Le gouvernement va continuer à évaluer l'ampleur de la situation, soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Restons unis, vigilants et confiants dans notre capacité collective à faire face à cette épreuve. » Comme vous le saviez, les dernières pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts, laissant plusieurs sans-abri. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a effectué une visite sur les principaux sites d'hébergement des sinistrés. Cette initiative vise à renforcer l'assistance aux populations victimes, nous dit Serge Mata. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu successivement au stade Tata Raphaël, ensuite au stade des Martyrs, en présence des équipes de coordination de l'assistance humanitaire de ces sites. Daniel Bumba-Lubaki a échangé avec les sinistrés, trouvé sur place. Question de s'assurer de la qualité de la prise en charge de tous ces déplacés. Daniel Bumba-Lubaki a notamment pris acte de l'arrivée des 300 nouvelles personnes au stade des Martyrs, portant à plus de 1000 personnes le nombre total des déplacés hébergés sur ces sites. Selon l'autorité urbaine, la ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour garantir aux sinistrés des conditions de vie dignes et un retour sécurisé dans leurs habitations respectives dès que possible. Dès la fin des dernières pluies diluviennes, la ville de Kinshasa a engagé des travaux de nettoyage, de désinfection et de sécurisation sur les sites fortement impactés, histoire de préparer les retours progressifs des populations, a précisé le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. C'est ce message d'une ville soucieuse de la sécurité et du bien-être de sa population que Daniel Bumba-Lubaki est allé transmettre aux sinistrés, tout en précisant qu'au-delà de l'urgence, des mesures structurelles sont en cours dans plusieurs quartiers pour prévenir les effets dévastateurs des pluies diluviennes à l'avenir.
La première ministre prend part active au congrès annuel sur l'investissement à Abu Dhabi. Judith Souminoa plaide pour un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs. Le gouvernement, à travers l'ANAPI, a présenté les opportunités exceptionnelles qu'offre la République démocratique du Congo, nous dit Chimène Dondo. Le deuxième jour du congrès annuel sur l'investissement AIM 2025 a été consacré à la RDC. La première ministre congolaise, Judith Souminoa Tuluka, a captivé l'audience en mettant en avant les atouts indéniables de son pays. Dans son discours, lors du panel tenu par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, elle a souligné l'importance d'un cadre sécuritaire et attrayant pour attirer les investisseurs internationaux. La chef du gouvernement a également mis l'accent sur le réforme à entreprise pour faciliter les investissements en mentionnant les efforts déployés pour réduire la bureaucratie et améliorer les infrastructures. Le message fort des autorités congolaises lors de cet événement montre leur volonté de transformer la RDC en un club d'investissement dynamique. Les investisseurs sont invités à faire partie de cette transformation en rejoignant un voyage collectif vers un avenir prometteur. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la promotion de la jeunesse ainsi que le déroulement des consultations, c'est l'essentiel des entretiens entre le conseiller principal du chef de l'État en matière de sécurité et la délégation de jeunes parlementaires. On les écoute. Lors de nos échanges avec le conseiller spécial, nous avons parlé notamment de la promotion de la jeunesse, c'est-à-dire de faire en sorte que dans ce nouveau gouvernement d'union nationale, les jeunes soient correctement représentés. La jeunesse est également premier tributaire de l'effort de guerre. C'est les jeunes qui s'enrôlent à l'armée. C'est les jeunes qui font la résistance, qui sont les patriotes aux actions rwandaises. Et ceci, nous voulons faire en sorte que ce gouvernement d'union nationale ne soit pas un gouvernement budgétivore. C'est pour cela que nous avons milité pour un gouvernement avec une taille qui soit pas trop importante. Enfin, nous avons parlé de mais nous avons aussi fait part de notre compassion face à ce que vivent nos populations de l'Est de notre pays, ces populations qui sont actuellement privées de tout. Le réseau des jeunes parlementaires tient à réaffirmer son soutien indéfectible au chef de l'État dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire de l'agression barbare commise par le Rwanda et le M23. Nous soutenons le chef de l'État dans sa lutte pour l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays. Peu à peu dans leur milieu habituel après les affrontements des FARDC et l'armée rwandaise. Suivez. Walikale Centre, dans la province du Nord Kivu, est désormais sous contrôle des forces armées de la République et des volontaires Ouazalendo après la débâcle du M23 AFC. La population qui avait fui les affrontements commence à rentrer parce que rassurés par la présence de l'armée loyaliste. Nous vivions enfermés dans nos maisons. Quand les FARDC étaient là, nous avons la paix et la tranquillité. Mais quand l'ennemi est arrivé, il a commencé à forcer nos portes et nous étions dans la tourmente. La ville est calme, la sécurité est garantie par les forces armées de la République. Une sécurité intense et permanente, impeccable. La circulation n'est pas menacer la population. Une sécurité qui dépendra des agents de l'ordre afin que la population puisse avoir confiance à eux. Même si certaines rues sont encore désertes, ceux qui hésitent encore à regagner la ville de Walikale ont été rassurés par la présence de FARDC déterminés à reconquérir toutes les zones occupées par l'ennemi. Visionnaire adjoint, le commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué appelle le déclarant en douane de suspendre la grève de contestation de la perception illégale par l'OCC. Suivez.
vers une solution définitive à la crise qui oppose l'OCC et le déclarant en douane de Kasseni Tchoumia autour de la perception illégale de frais de supplément hors guichet unique par ce service de l'État. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri joue à l'apaisement. C'est mardi 8 avril courant. Il a échangé avec ce transitaire en douane pour des solutions. À ce sujet, Wilson Roussoké, porte-parole de l'INADECO, dit obtenir des assurances du commissaire divisionnaire principal, Raoussi Chaloui. Nous avons fait notre cri d'alarme et attaqué père, il nous a réussi, il nous a donné certaines solutions par rapport à nos problèmes. Nous avons un problème avec l'OCC par rapport à la perception hors guichet. Et nous avons soumis ces problèmes à l'autorité provinciale. Et il y a aussi la non-application des mesures de la Première ministre par rapport aux allègements fiscaux de TVA par rapport aux produits de première nécessité. Le vice-gouverneur qui fait l'intérim actuel du gouverneur militaire en mission nous a promis de faire appel au directeur provincial de l'OCC pour qu'on trouve une solution durable à ces problèmes. Nous avons déjà la parole de l'autorité qui va appeler le directeur provincial de l'OCC et on va sincèrement mettre fin à ces grèves-là. Il faut dire que se déclarant en douane ont décrété depuis ce lundi une grève illimitée afin d'obtenir de l'OCC la suppression de ces frais à marge de la loi, à contradiction de la note de service de Gabi Loubiba, alors directeur général AI de l'OCC datée du 16 décembre 2021 qui stipule, je cite, tous les douaniers nécessitant un redressement de frais de contrôle ou une facturation complémentaire de frais d'analyse des produits non déclarés ou non configurés dans le guichet unique doivent être transmis au receveur de douane qui est tenu d'établir une note de versement complémentaire en couverture du supplément dit à l'OCC. Fin de citation. Et dans la province de Lualaba, le bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji, a présidé la traditionnelle Conseil local de sécurité. La situation sécuritaire devenue préoccupante dans cette entité a fait l'objet de cette rencontre. Suivez. Sur instruction de Françoise Mangweji Kouaha, bourgmestre de la commune de Dilala, les bourgmestres adjoints Michel Katumbwe a poursuivi l'opération d'identification des cadres de base de cette municipalité. Le mercredi 2 avril, le numéro 2 a clôturé cette opération en recevant le dernier groupe à la maison communale. Longtemps souhaité par l'ensemble des cadres des bases, cette identification va permettre à la patronne de Dilala de maîtriser les effectifs de ses bénévoles. Mutombo Senga Baudouin, l'un des cadres de base du quartier Jekamine Kolwezi, salue cette opération. On travaille sans être bien protégé par l'identification. Dieu merci, aujourd'hui les autorités ont compris, ils nous ont aidés, ils nous ont identifiés. Le travail n'est pas facile parce que c'est du bénévole, c'est la volonté seulement d'aider. D'abord, c'est commencer par identifier les gens qui viennent chez nous. On les identifie, on sait ils font quoi, et nous donnons les vraies informations à l'autorité. Outre l'aspect sécuritaire, les cadres de base interviennent dans différents domaines de la vie, notamment l'assainissement du milieu. En tout cas, nous sensibilisons toute la population, notre population, et c'est obligatoire, c'est normal pour que nous nous protégeons, parce que la santé, c'est la vie. Après l'opération d'identification, chaque cadre de base aura sa carte de service sécurisée, impossible à contrefaire. Une première dans la municipalité de Françoise Mangweji Kouara qui matérialise la prise en charge populaire. Le ministre d'État à l'Éducation nationale vient de dresser un tableau complet de l'évolution du système éducatif congolais entre 2024 et 2025. Ces documents, à la fois outils de suivi et guide stratégique, met en lumière les avancées majeures, les défis persistants et les priorités, nous dit Anastasie Doumbou. Bilan et perspective, c'est l'intitulé du rapport qui contient l'évolution des activités éducatives congolais du 2024 au 2025. La publication officielle de ce rapport a été présentée par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Structuré en 4 grandes sections, ce rapport présente une cartographie complète du système éducatif national et revient sur les principales réalisations, entreprises
et des difficultés rencontrées au cours de la période couverte et trace les grandes priorités stratégiques pour la période 2025-2029. Après un peu le travail réalisé ces derniers mois, mais surtout de vous donner l'occasion d'imaginer le travail qui va être fait plus tard. Donc c'est un outil de suivi et une aide à la décision. C'est pour ça que l'on a choisi de faire ce rapport maintenant. On doit apprendre à travailler ensemble, mais ce qui compte, et j'espère pouvoir compter sur ça, c'est votre engagement à faire en sorte que l'on améliore les choses. Ce document explique sur l'assainissement du fichier de paye des enseignants ayant généré une économie de 11 milliards à Kinshasa. La réception de plus de 400 écoles dans le cadre du PDL 145 territoires ainsi que l'attribution de plus de 49 000 bourses scolaires à défi dans les provinces d'Ikassai. Le secrétariat général du plan, par sa direction administrative et financière, vient d'être équipé en mobilier de bureau pour son rôle central dans l'élaboration des politiques économiques et sociales du L'enceinte du secrétariat général au plan résonnait d'un air de renouveau, alors que des dizaines de pièces de mobilier flambant neufs, bureaux, chaises ergonomiques, classeurs, armoires et équipements divers étaient livrés, destinés à être installés dans différents services du secrétariat général. Un soulagement palpable pour une administration longtemps confrontée au vieillissement de ces installations. Très important dans cette migration d'une gestion des moyens vers une gestion budgétaire axée sur les résultats. Ils sont accompagnés dans le cadre du projet encore qui est financé par la Banque mondiale pour d'abord les capacités, pour créer un espace de travail qui va les amener à être performants. Une réforme ambitieuse qui vise à améliorer la performance et la redevabilité de l'action publique. On tient à remercier le gouvernement à travers le ministère des Finances qui ont songé à doter les DAF et particulièrement la DAF de ministère du Plan de ces matériels, ces fournitures de bureaux, ce mobilier vraiment très important. Les bureaux étaient dépourvus. Il y avait même commencé à faire une rotation parce qu'il n'y avait pas assez de mobilier. Pour les COREF, il ne suffit pas de transformer la structure budgétaire, il faut aussi renforcer les capacités matérielles et organisationnelles des institutions impliquées dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. Et chaque geste, chaque livraison, chaque projet bien ses ambitions. Tous les directeurs des impôts de la DGI sont en séminaire d'épisière. Ils réfléchissent sur la maîtrise du répertoire de contribuables et le recouvrement du solde débiteur comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025, nous dit Sylvie Moembo. Maximiser les recettes par les impôts, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé de Boutaï, veut mettre toutes les chances du côté de la Direction générale des impôts. Ces séminaires sur la maîtrise du répertoire de contribuables et le recouvrement du solde débiteur comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025 vient à un moment important où les directeurs des impôts récemment probus vont comprendre l'opérationnalisation des nouvelles directions centrales à la Direction générale des impôts. L'occasion a été donnée au DG de la DGI de solliciter au ministre des Finances la levée de la mesure de suspension du mouvement du personnel qui a été décidé de la prise de ses fonctions. Je profite de l'occasion pour présenter mes encouragements aux directeurs provinciaux des impôts du Nord Kivu et du Sud Kivu qui n'ont pas pu jusque-là rejoindre leur poste d'affectation à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Est du pays. Sans ambiguïté, l'Argentine nationale a pris bonne note des préoccupations exprimées par la Direction générale des impôts. À la levée de la mesure de suspension du mouvement du personnel que j'avais prise afin de permettre la réalisation de la mise en place des cadres supérieurs et agents dans les différentes directions de ces services. Le directeur général de la Direction générale des impôts a appelé au sens des responsabilités de tout un chacun à faire preuve de l'esprit d'équipe et de cohésion pour permettre la réalisation de cet objectif budgétaire.
marché public-privé avec l'appui du projet. Encore, nous sommes là dans les Kasaï Tikapasué. Cet atelier vise à jeter les piliers de la gestion des dépenses publiques qui vont aider à la construction de la province du Kasaï dans le cadre de la refondation des finances publiques. Bowenga Efongue, coordonnateur provincial du projet d'amélioration de recouvrement des recettes et des dépenses publiques, a félicité le gouverneur de province pour son accompagnement et sa disponibilité à la réforme des finances publiques. L'objectif poursuivi consiste à doter la province du Kasaï d'un cadre juridique provincial sur la passation des marchés publics, d'une part, et d'autre part, d'une législation provinciale sur le partenariat public-privé. Pour sa part, Crispin Mukendi Bokassa, gouverneur de province, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État congolais pour sa détermination à améliorer la gestion des finances publiques en RDC en général et à la province du Kasaï en particulier. Il a par la même occasion invité les participants à s'approprier cette activité. Après l'élaboration par des experts nationaux des projets de validation au niveau provincial et local, je vous invite de faire de votre mieux pour doter notre province de textes juridiques adaptés et conformes aux standards internationaux. Signalons que ce cadre permettra à la province du Kasaï d'éviter les chevauchements entre les procédures de passation de marchés publics et le partenariat public-privé. Le coordonnateur national du PDDRCS vient de mobiliser les femmes à la dignité, la moralité et au leadership pour redynamiser le programme. Le coordonnateur a également échangé avec une délégation de l'ambassade de la Belgique dans le cadre de la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de Peggy Mukonda. Connaître les priorités et les activités déjà réalisées par la nouvelle équipe du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Une délégation de l'ambassade de la Belgique en RDC, conduite par la chef de mission adjointe Lotte de Brune, a été reçue par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédieu Désiré Ntangatita. Occasion pour ces derniers de parler à ses hôtes de progrès déjà réalisés depuis sa nomination à la tête du programme, à savoir la démobilisation d'environ 1300 éléments du groupe d'autodéfense Zahir à Mabanga en Ituri, du financement des partenaires pour le processus de réinsertion de ces démobilisés, de l'implantation dans les tout prochains jours de l'antenne territoriale dans les Maïndombe à Kwamut pour empêcher le développement des activités de groupes armés dans ces coins, de plusieurs projets en cours, des missions des États de l'UE menées dans les provinces dans le cadre de l'opérationnalisation du programme. La Belgique tient à réitérer son soutien à travers le PDDRCS dans le cadre de la coopération bilatérale avec la RDC. Par ailleurs, la problématique du genre au sein de PDDRCS, le coordonnateur national Jean-Dédieu Désiré Ntangatita a pris l'engagement de protéger, de valoriser et d'asseoir les leaderships pour la promotion des femmes du programme. Au cours d'une rencontre avec toutes les femmes du PDDRCS et à côté de ces deux adjoints, il était question de discuter pour connaître les préoccupations des femmes et les rassurer sur son soutien et son accompagnement dans le développement de plans de leur carrière. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demasso. Suivez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 9 avril 2025. Guerre au sud Kivu, les Wazalendo repoussent les assauts du 1-23 à Kaleye, annonce le quotidien. Le mardi 8 avril, une intense bataille s'est déroulée à Katasomoa où les Wazalendo de la Synergie nationale pour la paix ont fait face aux rebelles du 1-23 dans une tentative de déborder leurs adversaires. Les forces du 1-23 ont été vigoureusement repoussées jusqu'à Kaleye, provoquant une paralysie des activités sur cet axe, comme en témoignent les habitants de la région. La coordination de Wazalendo, galvanisée par cette victoire, a annoncé qu'une nouvelle offensive est en préparation contre les positions rebelles à Mouchacha, dans les hautes terres de Kaleye. Guerre en RDC,
l'Union africaine propose Faure Gnassingbé comme nouveau facilitateur, rapporte Actu7.cd. Le nom du président togolais a été proposé pour assurer la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda lors d'une réunion virtuelle du bureau de conférence de l'Union africaine le week-end dernier. La réunion a été présidée par Joao Lourenço, le président congolais. Cette proposition aurait reçu le soutien des membres du bureau de la conférence de l'Union africaine. Cependant, la nomination officielle de Faure Gnassingbé comme médiateur dans la crise rwando-congolaise devra attendre l'approbation de l'ensemble des chefs d'État africains. Kwilu, les miliciens Mobundo réapparaissent à Bagata où ils occupent désormais une dizaine de villages, titre Actualité.cd. Le phénomène Mobundo ressurgit dans le territoire de Bagata, dans la province du Kwilu. Plusieurs entités sont occupées par ces miliciens depuis plusieurs semaines. Contraints de sabotage de biens et des atteintes physiques sont rapportées. Le député Larme déplore la persistance de l'insécurité dans cette partie de la province du Kwilu. Près de 300 cas de choléra enregistrés dans la province de la Chopo, note la référence plus. 292 cas de choléra, dont 57 décès ont été enregistrés dans la province de la Chopo. Selon le gouverneur de province Paulin Lendongolia, ces cas ont été confirmés dans le territoire d'Ubundu, d'Issangi et dans la ville de Kisangani. Face à cette crise sanitaire, le gouvernement provincial a lancé un appel urgent à l'aide. Mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse que nous mettons fin à ce journal où Liévin Yoba et Alain Zodi ont assuré la partie technique. Nana Nawej et Blandine Mangwaou ont concouru à sa rédaction. 19h, retrouvez Sylvie Moembo. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.